Le goumen, la déception amoureuse, quand les voisins appellent ça le goumen, c'est parce que ça serre, ça crispe l'état d'esprit. Tu comprends que quelque chose s'est passé dans ton psychique. Quelque chose de rude n'a pas marché. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler précisément de la conséquence d'une déception amoureuse sur l'état d'esprit, sur la psychologie ou encore la psyché d'un individu. Vraiment, prenez ça très au sérieux parce que beaucoup de gens ont pris des décisions drastiques dans leur vie et cela a détruit, j'ai envie de dire, leur rapport aux autres concernant particulièrement la, concernant particulièrement l'aspect sentimental de leur vie. Donc, je vais vous raconter l'histoire d'un couple. C'est une histoire vraie que j'ai vécue quand j'étais beaucoup plus jeune. J'étais beaucoup plus jeune et c'était un couple proche, un couple voisin, on va dire ça comme ça. Donc, et je vais vous dire donc ce qui s'est passé et la morale dans l'histoire. Restez vraiment connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir comprendre euh, le message que je veux faire passer. Vraiment, l'aspect psychologique a un impact incontournable dans la vie, le déroulement de la vie d'un être humain. À cause de ce que quelqu'un vit, il peut prendre des décisions qui peuvent soit l'élever, soit le rabaisser. Et ce, durant toute sa vie, pour toute sa vie. Alors, c'est l'histoire du couple Clément et Clémence. Je vais appeler ça comme ça pour ne pas, euh, pour ne pas montrer l'identité, pour ne pas donner l'identité réelle du couple. Clément et Clémentine étaient un jeune couple qui, euh, qui flirtait ensemble pendant près de 2 ans. Et puis, le jeune homme a décidé de rencontrer les parents de la fille. Et il est venu, le jeune est venu, il a fait ce qu'on appelle le toqué porte, les fiançailles. Il est venu, il a pris la liste de la dot et la famille lui a fait confiance et lui a permis de partir avec la fille et de revenir quand il aura les moyens de, de faire le mariage traditionnel et civil, enfin religieux. Ils sont partis, ils ont bâti leur vie, ils ont construit leur vie petit à petit. Ils se seraient arrangés qu'il serait préférable pour eux de bâtir d'abord leur maison avant de finaliser avec tout ce qui est mariage traditionnel, civil et religieux. Donc, pour pouvoir aller une fois dans leur propre domicile après le mariage. Donc, sorti définitivement de la location. Le jeune homme était un jeune cadre dans un ministère et la dame, elle avait une activité génératrice de revenus. Elle sortait également tous les matins, donc elle travaillait à son propre compte. Et il s'était arrangé sur le fait que chacun va apporter un plus dans l'acquisition du terrain et la construction de la maison. Donc, ils ont donc acquis le terrain, ils ont construit la maison. 6 ans plus tard, ils ont fini la maison. Et puis, un matin, lorsque Clémence est dans son activité de tous les jours, elle vient, elle reçoit, n'est-ce pas, une de ses amies qui lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle ne comprend pas la question. Elle dit, tu ne sais pas ce qui se passe, alors rangeons tes choses et viens voir, viens constater de toi-même. Il ne faudrait pas qu'on te raconte cela. C'est comme ça qu'elle range donc ses choses. Elle ferme son espace commercial et son amie l'accompagne au lieu du crime, entre guillemets. Elle voit donc son mari qui était, ou alors son fiancé qui était censé aller en mission. Elle le voit très enjaillé là, en train de se défouler pour euh, il venait de signer son acte de mariage avec une de ses compagnes. Est-ce qu'il menait une double vie? Est-ce qu'il ne menait pas? Et Clémence a tenu à l'appeler. Clément, merci pour pour cette belle surprise. Elle s'est tournée avec son amie. Elle est partie, porter ses enfants chez elle et les amener chez ses parents. Et donc, voilà
après 8 ans, comme ça, et peut-être plus, ce que ils ont construit, ils ont bâti, et le résultat de ces 8 années-là, et donc, ça a été une claque qu'elle a reçue vraiment. Elle est revenue, donc, elle est repartie chez ses parents, elle est repartie chez ses parents pour pouvoir vraiment avoir un espace où elle ne va plus le voir, pour pouvoir digérer cela. Et donc, pendant plus de 6 mois, tous ceux qui la voyaient étaient stupéfaits parce que sur le plan physique, elle avait perdu près de 15 kilos. Elle avait perdu près de 15 kilos. Son environnement, sa famille était même déjà retourné contre elle pour lui dire, mais qu'est-ce qui te prend? Ça peut arriver, il t'a fait ça, c'est pas la fin du monde. Tape-toi un autre mec et puis ça va passer, tu vas l'oublier. Et lui, par contre, il est en train de s'enjailler avec une autre fille. Tu vois, tu as vu de toi-même et tout. Mais ce que la famille n'a pas compris, et c'est ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2023, c'est ce qui se passe toujours, malheureusement, c'est que c'est ce genre de conseils que les proches et la famille donnent toujours aux personnes. Et ça constitue à les enfoncer, à les enfoncer. Vous allez voir des personnes qui ont pris des décisions telles que le mariage, c'est pas une fin en soi, vraiment, tous les hommes sont les mêmes, je ne vais plus jamais me mettre avec un homme, c'est fini. Si j'ai besoin de me mettre à l'aise sur le plan physiologique, je vais prendre un sapeur-pompier et puis ce sera bon là, ce sera ni vu ni connu. Tout cela arrive à cause du fait que, premièrement, on ne mesure pas l'impact d'une déception amoureuse sur le psychique d'un individu. La déception amoureuse fait partie des événements qui causent des dépressions réactionnelles chez un individu. Un chercheur l'a bien démontré avec l'échelle de Holmes. Vous pouvez aller regarder l'échelle de Holmes. D'après l'échelle de Holmes, la dépression la plus élevée est la dépression réactionnelle. Après la perte d'un conjoint ou encore une séparation amoureuse, l'individu peut se retrouver à avoir 100 sur 100 de, comment on appelle ça, de signes et symptômes qui poussent à avoir une dépression réactionnelle. Alors certainement, Clémence a eu des signes et des symptômes de crise ou alors d'épisodes dépressifs, mais il n'y avait personne dans son environnement pour comprendre. Les crises dépressives peuvent se manifester par une perte d'appétit ou alors un trop plein d'appétit. On va dire, on va mettre ça dans le gros, un trouble alimentaire. Ce sera soit un excès de nourriture ou alors une diminution carrément de nourriture. Elle va soit prendre beaucoup de poids, l'individu va soit prendre beaucoup de poids ou perdre beaucoup de poids. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça peut être une tristesse, une humeur triste et dépressive, tout le temps triste, perte du goût à la vie. Vraiment, plus de joie pour les activités qui auparavant lui donnaient de la joie. Elle a perdu le goût à la vie. Donc, ça, ce sont quelques signes et symptômes. J'ai fait un texte sur ça en semaine, notamment mardi. Allez sur ma page, vous allez lire posément les signes et symptômes d'une crise ou bien alors d'un épisode dépressif. Vous allez lire ça posément. Donc, pendant qu'elle a donc dû faire cette crise-là, avec tous ces signes-là visibles, et même des idées noires et suicidaires peuvent survenir, ça fait partie des symptômes. Personne dans la famille n'a pensé à lui dire, bon, puisque c'est déjà à ce stade-ci là, il faudrait que vraiment tu aies une activité exutoire qui va te permettre de libérer de l'énergie. Non. Le conseil qu'on aurait pu lui donner, c'est que vraiment, il faut l'oublier et passer à autre chose. Toi aussi, cherche-toi un bon gars et tape-toi le, je sais pas trop moi. Vivez aussi votre vie ensemble. Mais on ne remplace pas quelqu'un avec une autre personne. Non. La dépression amoureuse a des étapes.
La première étape, c'est le déni. Comment ça se caractérise? C'est vraiment non, la personne ne croit pas. La personne ne croit pas. Elle se dit que ce que j'ai entendu là, ce que j'ai vu là, c'est la blague. Vraiment, je rêve. Après le déni là, il y a la négociation. C'est que vraiment, est-ce que ce que tu m'as dit là, tu as vraiment pensé ça? Je voudrais qu'on remette des points sur les i, je voudrais qu'on revienne ensemble, qu'on essaye de parler, qu'on essaye d'arranger, qu'on essaye de remettre en place ce qui n'y était pas. Avant d'avoir la dépression proprement dite, où l'individu va sombrer parce qu'il va se rendre compte que effectivement, le gourmet là, je suis dedans. L'affaire est vraie. Elle part vrai, vrai, ou bien il part vrai, vrai. Donc, tous ces éléments-là, c'est à prendre en compte. Essaye de voir si tu es en train de vivre cette situation. Essaye de voir où tu te situes. C'est déjà une bonne chose de savoir où tu te situes. Parce que plus tôt tu es au courant de ce qui se passe en toi, mieux c'est. Et tu vas prendre le temps de pouvoir vraiment gérer ça de la meilleure des manières. Et puis la quatrième étape, c'est vraiment l'acceptation où tu dis, il est vraiment parti, il faudrait que je prenne conscience, que j'essaye de faire des activités qui vont me permettre de me restaurer, de me détacher et puis de passer à autre chose vraiment sainement, sainement. Mais combien sont capables de le faire? Et cette décision drastique que les gens prennent, c'est tout simplement parce qu'ils ne se comprennent pas. C'est tout simplement parce que l'épisode dépressif qui est en train de passer les a emportés et leur a fait faire une dépression réactionnelle. Et effectivement, avec le cas de Clémence, au bout de 7 mois après, elle s'est écroulée un matin et sa mère l'a amenée à l'hôpital. On lui a dit non. Heureusement quand même que dans la formation sanitaire où elle était partie, les médecins étaient aguerris parce que finalement, elle s'est retrouvée à Jamon. Elle s'est retrouvée sous antidépresseurs et je pense qu'il y a eu un suivi. Et j'espère pour elle que maintenant, elle s'en est remise et qu'elle va mieux. Parce qu'il y a quand même longtemps. Combien de personnes savent déceler une dépression réactionnelle ou alors un épisode dépressif et se dire non, il faudrait que rapidement je me remette et que le pire n'arrive pas pour que je sois en train de prendre des antidépresseurs. Je suis vraiment en train de vous amener à comprendre que l'aspect psychologique dans la vie, c'est d'abord ça la santé. Parce que comme je vous l'ai toujours dit, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Dès lors que votre psychique est atteint, tout votre corps, vraiment, ce ne sera pas ça. Ça ne va pas aller de soi. Donc, dans cette capsule vidéo, je vous fais comprendre que rien n'est à prendre à la légère. Ou une décision que vous allez prendre à cause d'un événement qui vous est arrivé, ça peut basculer tout le reste de votre vie, tout le cours de votre vie. Et il est donc important de prendre ou alors d'avoir la culture de rencontrer un psychologue, de rencontrer un professionnel de santé mentale qui va vous permettre ou alors qui va vous accompagner dans votre moment de dépression ou alors juste dans votre mal-être. Parce que d'autres diront que non, moi je ne fais pas de dépression, c'est pour les blancs. Je sais comment ça va finir. Ça finit souvent dans la rue, en train de déambuler, de monter, de descendre. Parce que tous ceux qui sont dans la rue que vous appelez fous là, ils étaient aussi normaux, entre guillemets, comme vous et moi. C'est parce qu'ils n'ont pas été avertis à un certain moment donné qu'ils se sont retrouvés dans la rue. Donc, tenez-vous tranquille, personne n'est à l'abri de la maladie mentale. Personne, même pas moi qui vous parle. Il faut juste être averti et avoir des bons gestes au bon moment pour ne pas se retrouver de l'autre côté. J'espère que cette vidéo vraiment vous a mis une puce à l'oreille et vous a permis de comprendre que
Il n'y a pas un événement que quelqu'un traverse qui est, qui est anodin. Suite à un événement, quelqu'un peut, tout peut basculer. Tout peut basculer. Je suis Jordan Bonquois, psychologue clinicienne.